Welcome to the second day of the September Summit. Bonjour à cette deuxième journée de notre sommet de septembre accueilli par le musée du Quai Branly à Paris. Je m'appelle Edwin Nasser et je vais animer cette conférence aujourd'hui avec le professeur Maboula Soumaoro, Parler noir, noire parole, parole noire, noire parole, dans le cadre de ce sommet de saison Afrique 2020. Elle nous parle de ce décentrage d'un ancien monde et de cette nouvelle perspective que l'on peut consulter dans les archives du musée. Ce panel aura lieu en français. Vous aurez une traduction vers l'anglais disponible en changeant votre sélection sur YouTube. Vous pouvez poser vos questions sur le chat de YouTube pendant et après la présentation. Nous les partagerons ensuite avec nos panélistes pendant la discussion. Et sur ce point, je suis honorée de vous présenter aujourd'hui professeur Maboula Soumaoro. Elle est professeure associée au département d'anglais de l'Université de Tours en France, où elle a également obtenu son doctorat. Elle est spécialiste dans le domaine des études africaines atlantiques. Et elle a également effectué ses recherches dans plusieurs universités et prisons aux États-Unis et en France, Bennington College, Columbia University, à New York et à Paris, le Barnard College, Bath Prison Initiative à Bayview, l'université de Stanford à Paris, Sciences Po, les prisons de Bois d'Arcy, Villepinte et Fresnes, et de 2013 à 2017, elle a été membre du Comité national pour la mémoire et l'histoire de l'esclavage. Depuis 2013, elle est également présidente du Black History Month, une organisation dédiée à la célébration de l'histoire et des cultures noires dans le monde entier. Elle est l'auteure de Le Triangle et l'Hexagone, réflexion sur une identité noire, publiée par La Découverte. La traduction anglaise est apparue chez Politipress en 2021. Son titre sera Black is the Journey, Africa has a Name. Une préface du professeur Saïda Hartman. Nombreuses personnes dans la sphère francophone sont déjà engagées dans ce livre révolutionnaire et j'ai pensé en lire un extrait en français pour encourager notre public à en acheter un exemplaire. L'Hexagone est un ouvrage hybride, le récit autobiographique d'une chercheuse. Au gré de multiples va-et-vient, l'autrice converse avec la grande et les petites histoires, mais également avec la tradition intellectuelle, artistique et politique de la diaspora noire africaine. Quel sens et signification donner au corps, à l'histoire, aux arts et à la politique? À travers une écriture lumineuse, Soumaoro pose son regard sur sa vie et ses pérégrinations transatlantiques entre la Côte d'Ivoire des origines, la France et les États-Unis, et ses expériences les plus révélatrices afin de réfléchir à son identité de femme noire en ce début du XXIe siècle. Ce parcours, quelque peu atypique, se déploie également dans la narration d'une transfuge de classe, le récit d'une ascension sociale juchée d'embûches et d'obstacles à surmonter au sein de l'université. Cette expérience individuelle fait écho à l'expérience collective, en mettant en lumière la banalité du racisme aujourd'hui en France, dans les domaines personnels, professionnels, intellectuels et médiatiques. La violence surgit à chaque étape. Elle est parfois explicite. D'autres fois, elle se fait plus insidieuse. Alors, comment la dire et comment se dire? Maboula, the screen is yours. Bonjour à toutes et à tous, à travers la France et le monde, je l'espère. Je voudrais commencer par quelques remerciements. Je remercie Sarah Rifki et Edwin Nasser pour cette belle invitation qui m'honore. Et je remercie le musée du Quai Branly pour la tenue de cet événement dans le cadre de la saison Africa 2020. Merci à toute l'équipe de production et notamment à Aliénor et Benjamin à qui je viens de parler. Donc, avant de me lancer dans cette intervention qui va se décliner en 2 temps, je voudrais expliquer mon choix de parler français aujourd'hui. Je m'excuse auprès de tous les non-francophones, mais j'ai décidé de parler français aujourd'hui, puisque nous parlons depuis la France hexagonale, depuis Paris, capitale française, et dans le cadre du musée du Quai Branly. Donc, deux justifications me viennent à l'esprit. Premièrement, j'ai en mémoire un colloque qui s'est tenu en 2004 à Paris et qui était dédié à ce qu'on appelle la diaspora africaine et qui avait été organisé par l'université Paris 7 de Diderot à l'époque et qui avait été lancé notamment par Geneviève Fabre, dont je parlerai dans un instant. Et lors de la conférence inaugurale de ce colloque de 2004, l'écrivaine française guadeloupéenne Marie Scondé avait pris la parole en décidant de parler en français
en disant qu'il fallait insister sur la nécessité d'une multiplicité de langues à travers cette diaspora africaine et que l'anglais était trop prédominant et qu'il fallait accepter les autres langues de cette diaspora dont Maryse Condé, comme tant d'autres, faisait partie. Et dans mon cas, donc tout en me plaçant dans cette généalogie que je viens d'expliquer et en apportant tout mon respect, tout mon soutien à Maryse Condé, je tenais également à parler français et à parler en français de manière à énoncer, de manière à prononcer, de manière à articuler des thématiques qui semblent poser problème aujourd'hui encore malheureusement dans cette France hexagonale. Évidemment, je parle anglais, mais c'est un choix vraiment de présenter cette intervention en français aujourd'hui. Alors, je vais commencer par offrir quelques pistes de réflexion concernant cette notion de Black Studies, qui est l'intitulé de cet ensemble de rencontres, The Institute of Black Studies. Donc, je voudrais commencer par présenter une réflexion vraiment intellectuelle, scientifique sur cette notion de Black Studies, la nécessité pour l'émergence des études des mondes noirs en France, et en France hexagonale notamment. Et je finirai, le deuxième temps sera consacré à une lecture donc de l'introduction de mon ouvrage qui vient d'être cité par Edwin Nasser, Le triangle et l'hexagone, réflexion sur une identité noire. Et je pense que cette lecture de l'introduction va pouvoir donner corps, va pouvoir ancrer tous les propos que je vais tenir d'ici un instant. Voilà. Donc, enjeux et signification des Black Studies aux États-Unis et en France, socio-histoire comparative d'un champ d'études universitaires en construction, 1970-2018. Aux États-Unis, le terme Black Studies englobe plusieurs appellations, parmi lesquelles African American Studies, Pan-African Studies, Africana Studies. Quel que soit le terme usité, l'émergence de ce champ d'études universitaires remonte à la fin des années 1960. Cette période historique, qui a vu émerger la mouvance radicale du mouvement pour les droits civiques et la croissance de la mouvance politique du Black Power, se caractérise par une très forte agitation sociale et politique qui, à terme, a donné lieu à des transformations majeures sur le plan juridique. C'est dans ce contexte qu'apparaissent les Black Studies. Ces dernières entreprennent, je cite, l'étude systématique de l'histoire de la culture et des expériences de la communauté noire américaine dans l'université. Là, c'était une citation de la chercheuse française Caroline Roland-Diamond. En d'autres termes, l'émergence des Black Studies aux États-Unis peut être appréhendée comme la volonté des étudiants, intellectuels, artistes, activistes et universitaires afro-américains engagés d'appliquer au champ universitaire la rhétorique et les idéaux propres aux revendications de la période. L'origine de l'émergence, la création, puis la pérennisation de ce nouveau champ d'études par le biais de l'institutionnalisation est fondamentalement politique et sociale. Les luttes menées par la société civile pour l'égalité, la justice, la résolution de la question raciale au niveau national ont également pénétré les institutions universitaires. Elles ont transformé l'institution universitaire par la création de nouvelles unités universitaires, des programmes, des départements, des certificats et des diplômes en tout genre. Plusieurs chercheurs ont déjà publié des travaux consacrés à cette histoire en prenant le parti pris de la socio-histoire. Cette méthode permet une approche empirique du sujet d'étude par le biais de l'exploitation d'archives de tout type, tout en étudiant les relations de pouvoir et les liens parfois moins évidents qui pourtant lient les individus entre eux au sein d'une société donnée. Si les Black Studies n'existent pas en tant que tels en France, on peut toutefois noter l'existence d'un domaine de recherche et d'enseignement consacré à l'histoire et la culture africaine-américaine. Les universitaires Geneviève et Michel Fabre sont considérés comme les pionniers français des études africaines-américaines. À partir des années 1970, tous deux ont fondé et dirigé pendant plusieurs décennies le Centre d'études afro-américaines et de nouvelle littérature en anglais depuis l'Université Paris 3 Sorbonne Nouvelle, dans un premier temps, puis à l'Université Paris 7 Denis Diderot. Ce centre a en outre longtemps publié sa revue scientifique biannuelle intitulée Afram Review
édité par Michel Fabre et Marc Mvé-Bécalé. Cette revue a proposé recensions, critiques littéraires et informations liées à la recherche et la production scientifique du domaine des études africaines-américaines. À la retraite du couple d'enseignants-chercheurs, donc Geneviève et Michel Fabre, au début des années 2000, les activités du Centre de recherche consacré aux études africaines-américaines a progressivement été transférées vers l'Université de Tours, avec notamment la création de la jeune équipe d'études afro-américaines dirigée par Claudine Reynaud en 2004. Ces Black Studies à la française, développées à partir des années 1970, constituent un véritable champ d'études au vu des savoirs qu'elles ont produits. En effet, les figures pionnières précédemment mentionnées, je parle de Michel Fabre, Geneviève Fabre, Claudine Reynaud, donc ces figures pionnières précédemment mentionnées et leurs collègues ont enseigné au sein de nombreuses universités françaises et autres établissements de l'enseignement supérieur. Elles ont siégé dans les concours de l'enseignement de la discipline anglais, pour les concours du CAPES et de l'agrégation. Ces personnes ont dirigé des mémoires de 3e cycle ainsi que des thèses de doctorat. Ces personnes ont organisé des colloques, des journées d'études. Elles ont publié des articles, des monographies et des ouvrages collectifs. Elles ont également traduit des ouvrages africains-américains en langue française. Elles ont aussi invité des professeurs étrangers spécialistes de leur domaine de prédilection. Ces pionniers ont produit des savoirs et formé des étudiants qui ont eux-mêmes parfois intégré l'université. Cette fondation des études africaines-américaines, lorsqu'on la croise avec celle de la discipline outre-Atlantique, soulève plusieurs questions. En premier lieu, quel est le lien entre l'émergence de la discipline, le rôle joué par les acteurs et le contexte social et politique de la France hexagonale? Si la pérennisation des études africaines-américaines en France a pu donner lieu à des luttes et affrontements d'ordre institutionnel, elle semble demeurer aujourd'hui encore en marge des spécialités régies par la section numéro 11 du Conseil national des universités. Cette section 11 existe sous l'appellation langue et littérature anglaise et anglo-saxonne. On peut également noter que les études africaines-américaines en France ne sont pas nées de revendications politiques et sociales émanant de leurs fondateurs. Il n'y a pas de lien tangible entre ces études et la population extérieure au cercle universitaire. Cette spécialité se fonde sur l'étude d'une population étrangère, lointaine, désincarnée, approchée principalement par le biais de sa culture, généralement la littérature et les arts. En cela, la grande majorité des enseignants-chercheurs titulaires, spécialistes en études africaines-américaines, ne sont ni américains ni africains-américains. Les études africaines-américaines de France ne sont pas nées de soulèvements populaires ou d'occupation des locaux universitaires par des étudiants engagés et négativement racialisés. Ces études n'ont pas pour objet de refléter ni l'histoire, ni les aspirations d'une certaine catégorie de la population française hexagonale. Cette genèse soulève un certain nombre de questions. En effet, la France est une puissance européenne, anciennement esclavagiste et impériale, qui, par son histoire et sa géographie, s'inscrit notamment dans le triangle transatlantique que Paul Gilroy a nommé l'Atlantique noir. Cela signifie que des populations que l'histoire a construites comme noires sont bien présentes sur le territoire français. Ces populations, comme nombre d'autres disséminées de part et d'autre de l'espace atlantique, ont d'ailleurs fait l'objet de plusieurs travaux universitaires faisant usage de la notion et la théorie de diaspora appliquée aux populations d'ascendance africaine proches ou lointaines. Cette approche théorique reconnaît donc l'existence de populations noires en France, tant dans l'espace hexagonal que l'espace ultramarin, que ce dernier soit actuel ou ancien. Les populations d'ascendance africaine établies dans le territoire hexagonal sont celles auxquelles je m'intéresse tout particulièrement. Il me semble que c'est à partir d'elles et des chercheurs qui s'y intéressent que l'on sent poindre, depuis environ une décennie, ce qui pourrait être qualifié de nouvelles approches des Black Studies à la française. Elles sont constituées d'études menées sur les populations noires de France hexagonale en lien direct avec des développements sociaux et politiques et visent souvent à réparer ou encore corriger et même soigner une certaine vision et organisation de la société française actuelle.
Et dans bien des cas, les acteurs de cette mouvance sont issus des études africaines-américaines. C'est ce dernier point qui nous mène vers la troisième et dernière étape de cette introduction, qui consiste à questionner l'émergence et l'ancrage en France hexagonale d'un nouveau champ d'études consacré à ce que l'on pourrait nommer la question noire française. En débutant avec le livre fondateur de l'historien Pape Ndiaye, La condition noire, paru en 2008, et au vu des troubles sociaux et politiques depuis 2005, il pourrait s'agir de déceler si les prémices de l'émergence de French Black Studies sont effectivement perceptibles. Cette étude pourrait être menée dans une perspective socio-historique par le biais d'entretiens menés avec les acteurs de ce nouveau champ d'études, qu'ils soient français ou étrangers, de recension et d'analyse des savoirs produits, c'est-à-dire les publications, la consultation des archives universitaires, celles des départements, des laboratoires, des sujets de concours de l'enseignement, le CAPES et l'agrégation, des programmes de colloques et de journées d'études, ainsi que les programmes des séminaires, et des thèses de doctorat soutenues. L'objectif pourrait être de répondre à une question. Comment situer l'émergence et la production de ces nouveaux savoirs par rapport au modèle initialement originaire des États-Unis et dans le champ d'études plus large de la diaspora noire africaine? Nous nous intéresserions également au rapport de ces productions scientifiques avec le traitement de la question raciale et de l'identité noire propre aux sciences humaines françaises traditionnelles. Enfin, quel est l'impact des récents développements démographiques, sociaux, culturels et politiques au sein de la République française sur la production de ces savoirs? Ainsi, nous pourrions nous interroger sur l'influence réciproque entre la constitution d'un champ de connaissances et les expériences sociales et politiques. Voici les quelques pistes de réflexion que je tenais à partager avec vous concernant cette nécessité, cette urgence de plus en plus criante de fonder des Black Studies, des études des mondes noirs à la française. La deuxième partie de cette présentation, comme je vous l'ai indiqué maintenant, va porter sur la lecture de l'introduction du triangle et l'hexagone, qui va reprendre quelques thématiques que je viens de d'énoncer lors de la première partie de cette conversation, mais qui essaye, d'un point de vue vraiment et personnel et intellectuel et scientifique, de donner forme, de donner voix, de donner la parole à cet imaginaire noir français hexagonal qui pourrait davantage pénétrer nos esprits. Je vais juste vous demander un instant, parce qu'il faut que je boive un peu d'eau. Je vous remercie. Donc, cette introduction s'intitule « Parole noire, noire parole ». Et elle est précédée d'une citation qui émane d'un artiste afro-jamaïcain du nom de Chi-Ching Ching et qui a déclaré dans l'une de ses chansons en 2011 « I'm black with 7K ». Fille de l'Hexagone et de l'Atlantique, mon ascendance, mes origines, mes trajectoires et ma propre histoire m'inscrivent dans l'immensité culturelle, politique et intellectuelle de l'Atlantique noir, un espace géographique profondément façonné par l'histoire. J'évoque cet espace qualifié de triangulaire qui a mis en relation de manière inédite et pérenne 3 continents, l'Europe, l'Afrique et les Amériques. Il englobe donc la Côte d'Ivoire et l'Afrique de mes parents, de même que l'Hexagone, mon lieu de naissance et de résidence actuelle, après de nombreuses années passées outre-Atlantique où je me suis construite intellectuellement. Chaque espace possède néanmoins sa lecture particulière du corps noir et de l'expérience noire. Je propose la mienne en conversant avec la grande et les petites histoires, mais également avec la tradition intellectuelle, artistique et politique de la diaspora noire africaine. Quelques mots sur cette diaspora. Il est important de poser un cadre, de délimiter, car on veut savoir de quoi l'on parle. Il faut d'ailleurs savoir de quoi l'on parle. Les mots, les termes ont un sens, et parfois il est bon de revenir à leur définition première, précisément afin de savoir exactement ce dont il est question. Concernant les populations africaines dispersées à travers le monde, on parle aujourd'hui de diaspora. Cette diaspora est généralement décrite comme noire ou africaine selon la perspective que l'on veut mettre en avant. Ainsi, parler de diaspora noire place au cœur des préoccupations la couleur de la peau et le phénotype noir, c'est-à-dire le corps noir
sa construction et sa signification depuis que le continent africain et l'Europe occidentale sont tous deux entrés dans ce que les historiens nomment l'ère moderne, il y a un peu plus de 5 siècles à présent. Si cette entrée a eu lieu de manière simultanée, elle ne s'est pas déroulée de façon égalitaire. Je fais référence au projet colonial de l'Europe occidentale qui s'est développé à partir de la fin du XVe siècle et qui a donné lieu à des explorations, des conquêtes et l'asservissement des populations jugées barbares et envisagées uniquement à travers le prisme d'une altérité radicale et décrétée. Que ces populations se soient trouvées sur place, comme les Amérindiens, ou qu'elles aient été acheminées vers les nouveaux territoires conquis dans le cadre de la traite esclavagiste transatlantique. Dans un tel contexte, l'histoire, la culture, la religion, l'enseignement, la loi ont chacun façonné le corps et les vies noires. Ceux-ci évoluent dans des sociétés grandement hiérarchisées, au sein desquelles ils occupent le bas de l'échelle sociale, politique et économique. Le corps et la vie noire doivent donc être entendus comme synonymes d'infériorité. En conséquence, on parle de diaspora noire lorsque l'on veut insister sur l'importance de la couleur de la peau, du phénotype et du poids des constructions sociales, politiques et culturelles. Il ne s'agit pas d'essence ou de biologie, mais de fabrication et de construction. Lorsque l'on parle de diaspora africaine, on met l'accent sur l'origine des populations englobées par cette appellation. L'Afrique, en tant que continent, mais surtout en tant que point de départ et parfois de retour espéré, concrétisé ou fantasmé, est placée au centre des préoccupations identitaires. L'association à ce continent infériorisé à travers l'histoire sous-tend les liens qui existent entre les Africains et les Afro-descendants dans le monde entier. Dans une perspective panafricaine, le sort de la diaspora est intimement lié à celui du continent. Nul ne saurait s'éloigner du continent d'origine, le nier ou ne pas s'en réclamer, cela ne changerait rien au sort individuel ou collectif. La marque de l'Afrique est gravée dans les corps, les cultures et l'histoire des Africains et des Afro-descendants. Il faudra faire avec, car le monde fait avec. Parler de diaspora équivaut à parler de dispersion, d'éclatement, d'éloignement, de mondialisation. Mais parler de la diaspora équivaut également à parler de connexion, de reconnexion, de mélange, d'invention, de créativité et de stratégie de résistance. Je vous demande un instant, puisqu'on est en train de communiquer avec moi. Je reprends. Effectivement, la notion de diaspora, telle qu'elle fut appliquée à Israël, le peuple juif, implique l'idée d'une dispersion faisant suite à une catastrophe. Nous ne connaissons que trop bien la catastrophe qui est à l'origine de la dispersion des Bambara, des Wolofs, des Peuls, des Ibo, des Yoruba ou autres groupes ethniques. Un commerce légal d'êtres humains exclusivement originaires du continent africain. Ces êtres furent d'abord déplacés vers les terres européennes avant d'être massivement acheminés vers les Amériques pour y remplacer les populations amérindiennes décimées ou disparues. Il fallait bien que, dans cet endroit nommé Nouveau Monde par les Européens, cette abondance de terres soit exploitée au maximum. Il fallait bien que de colossales richesses soient produites et que celles-ci bénéficient à des particuliers, à des compagnies privées, à des nations entières. Au bas mot, il s'agit de 12 millions de personnes africaines déplacées dans le contexte de ce commerce triangulaire qui s'est déroulé du XVIe au XIXe siècle, faisant se rencontrer sur 3 continents de manière fondamentalement violente, l'Europe, l'Afrique et les Amériques. Ce chiffre de 12 millions ne prend pas en compte les individus ayant trouvé la mort lors des razzias menées à l'intérieur des terres, sur les côtes africaines, au sein des forts dans lesquels étaient parqués les esclaves, dans l'attente des bateaux négriers en partance pour le terrible passage du milieu ou à l'arrivée dans les Amériques. Là est la question. Comment comptabiliser le nombre de personnes ayant été affectées directement ou indirectement par cette traite esclavagiste? Je parle d'un commerce inédit dans l'histoire de l'humanité. Car si l'esclavage a été pratiqué depuis longtemps
par de nombreux groupes humains et a existé presque partout sur la planète, il existe encore, l'esclavage colonial est le seul qui est inscrit dans les corps un nouvel ordre sociopolitique. C'est cet ordre que révèlent les identités noires et blanches créées simultanément et en opposition maximale. À présent que le cadre est posé, nous pouvons nous intéresser à la façon dont les personnes qui ont été construites comme inférieures ont cheminé à travers ces sociétés fondées sur l'inégalité. Nous savons que tout système de domination, parce qu'il implique des êtres humains, que cela soit infériorisé, minorisé ou déshumanisé, tout système de domination est inévitablement amené à faire face à des stratégies de résistance mises en œuvre par les populations les plus asservies, les plus marginalisées, les plus violemment touchées par un tel système. Cette résistance a toujours existé et se déploie de manière directe ou indirecte. Ces actes de résistance ont cours dans tous les domaines de la société. Cette contestation constitue l'affirmation radicale de l'humanité de ces populations. Parmi les groupes et les personnes qui la mettent en œuvre, cette contestation est une revendication implacable d'égalité. Ces résistances et contestations jalonnent l'histoire de l'ensemble de la diaspora et incluent celle du continent africain lui-même. Qu'il s'agisse de la défiance de la reine Njinga face aux autorités portugaises, qu'il s'agisse de l'écho de l'explosion décidée et dirigée par le colonel Delgrès au fort de Matouba en Guadeloupe, entendu par toutes les Amériques noires, lesquelles en ont préservé la mémoire, qu'il s'agisse de la lumineuse révolte d'esclaves de Saint-Domingue qui a accouché de la première république noire du monde, une république qui a, juste un instant, donné véritablement corps aux idéaux prétendument universels de la Révolution française de 1789. Qu'il s'agisse encore des 2 victoires de l'Éthiopie impériale face aux assauts colonialistes de l'Italie, du réveil Rasta de la Jamaïque qui a produit la musique reggae dont le succès international nous rappelle sans cesse l'importance de la vérité ancrée. Qu'il s'agisse en outre des sœurs martiniquaises, Paulette et Jeanne Nardal, diplômées de la Sorbonne, traductrices à la tête d'un fameux salon littéraire qui ont posé les premiers jalons du monumental mouvement de la négritude à éclore. Ou qu'il s'agisse enfin d'un psychiatre français et martiniquais, éclairé, rejoignant la résistance anticoloniale algérienne, la victoire de cette même Algérie face à une France arrogante et dans le déni, un Dien Bien Phu, une coordination de femmes qui se savaient noires, une marche antiraciste traversant la France de part en part en 1983, des textes de rap en langue française dont un en particulier décrit la France comme une terre où les fachos sont fâchés et les négros pas fichus de les chauffer. Des documentaires qui s'acharnent à chercher la tendresse là où on la présuppose absente ou à ouvrir la voie. À projeter des Mariannes noires sur des écrans blancs. Les actes de résistance ont été ininterrompus. La section suivante est intitulée « Quel est ce je ?» Je écrit J-E. Il me faut faire simple, débuter par une tentative de réponse à la question existentielle fondamentale. Qui suis-je ? Pourra alors suivre un développement consacré à la façon dont je me situe au sein de la nation française et du monde au vu d'une histoire féconde qui a façonné les sociétés, les esprits et les corps. L'enjeu est celui de ma capacité à m'exprimer en langue française de la manière la plus apte à définir et décrire les espaces qui nous intéressent, le monde atlantique et hexagonal. Les difficultés sont nombreuses et peuvent paraître insurmontables. Je n'ai qu'une langue et ce n'est pas la mienne. Cette citation de Derrida est le titre choisi par l'autrice et sociologue française Kautar Archi pour son analyse du parcours de 5 écrivains algériens
qui ont fait le choix d'écrire en langue française. Dans cet essai, Archie explore les liens entre littérature et politique. Ce titre m'intéresse au-delà de la question coloniale. En effet, la question se pose également dans le contexte post-colonial. Je n'ai qu'une langue et ce n'est pas la mienne. Cette question de la langue, je me la pose moi aussi. Étant née à Paris, issue de parents ayant migré en France depuis la Côte d'Ivoire dans les années 1960, ma langue principale, celle que j'utilise et que je pratique le plus, celle que je connais le mieux, est le français. Je devrais alors pouvoir décrire cette langue française comme étant la mienne, ma langue maternelle, ma langue première ou naturelle. Ce n'est pourtant pas le cas. Cette langue française n'est pas ma langue maternelle. Elle n'est ni la première langue dans laquelle je me suis exprimée, ni ma langue naturelle. Bien au contraire, pour moi, cette langue française serait plutôt une langue que j'ai acquise très tôt. En cela, elle n'est nullement une langue qui m'a été transmise naturellement par ma famille, par le biais de ma mère. Car le français n'est pas la langue de ma mère. C'est pour cette raison qu'il m'est difficile d'identifier clairement ma langue maternelle. J'utilise ici l'adjectif maternelle dans son sens premier, puisque je parle d'une langue qui n'est pas celle de ma mère, que je pratique depuis mon plus jeune âge, qui est celle d'un pays qui n'est pas toujours le mien. La langue d'un pays qui s'est déployé partout dans le monde. Un pays fort, un pays dominant, un pays dont je suis l'un des fruits de l'histoire. De ce fait, entre ma mère et la France, il y a l'histoire. Entre ma mère et moi-même, il y a l'histoire. Entre la langue française et moi-même, il y a l'histoire. Une histoire ancienne, à la fois riche et complexe, internationale, splendide et douloureuse, silencieuse, oubliée ou tout simplement niée. Pourtant, j'existe et la France n'est pas ma mère. Le français n'est donc pas ma langue maternelle. Je suis pourtant aussi française et je parle cette langue. C'est d'ailleurs la langue que je connais et maîtrise le mieux. Mais cette langue française me pose problème. En premier lieu, parce qu'elle n'est pas totalement mienne. Ensuite, parce qu'elle ne me permet pas de tout exprimer, d'exprimer tout ce que je souhaiterais. Dans ces silences de la langue française, je retrouve les silences lourds qui existent parfois entre ma mère et moi lorsque nous conversons en français. Ces silences qui existent entre nous seraient moins fréquents, j'en ai la certitude, si je pouvais m'exprimer en djoula. Le djoula est la langue de ma mère. Cette langue djoula ne m'appartient pas non plus. Je ne parle pas la langue de ma mère. Je parle une langue qui n'est pas celle de ma mère. Qu'est-ce que cela signifie pour moi ? Quel est l'impact sur ce que je peux dire, ce que je m'autorise à dire, ce que je parviens à exprimer pleinement ou non ? La solution trouvée à cette situation et ces questionnements incessants, je parle l'anglais. Cela autorise la distance. La langue anglaise ne m'appartient pas. Elle ne me doit rien et je ne lui dois rien en retour. Les choses sont alors tellement plus simples. J'ai aimé cette langue dès mon plus jeune âge. Je l'ai acquise par étapes, année après année, pour finir par la maîtriser après de nombreux efforts et de longues années d'études. La langue anglaise m'a été si pratique. Pour moi, elle ne contient aucune des charges émotionnelles qui se trouvent dans le français et le djoula. En anglais, je suis libre. Je peux m'exprimer sans entrave. Je peux me réinventer. Mais ce faisant, je crée et instaure de nouveaux silences entre la France, la Côte d'Ivoire et moi. Il m'est si difficile de m'exprimer sur les sujets qui seront abordés tout au long de cet ouvrage en langue française et depuis la France. Cependant, c'est précisément cette difficulté que je souhaite sonder et surmonter. Cela passe inévitablement par une affirmation de mon individualité prise dans un ensemble immense. Il me faut donc oser dire « je ». Assumer l'utilisation du pronom « je » en s'appuyant sur la magie de la dérogation équivaut à faire fi de toutes les injonctions classiques de la recherche scientifique. Dans un espoir d'émancipation et de libération, l'utilisation consciente du pronom « je » signifie également assumer pleinement son individualité
et ne pas respecter les recommandations nombreuses et très sérieuses concernant la distance critique qu'il s'agirait de maintenir à tout prix. En cela, je renonce à cette distance dite critique et à l'illusion de la scientificité neutre et objective, tout en laissant de côté les accusations de non-rationalité et d'incapacité à raisonner et analyser. Le pronom « je », si l'on est chercheur, est à proscrire absolument. La personne, l'individu, doit s'effacer de manière totale et ainsi laisser place à l'esprit pur, détaché, désintéressé, désincarné. C'est bien ce dernier point que je souhaite interroger, car mon « je » est celui d'une femme noire évoluant principalement entre l'Hexagone et d'autres terres du triangle atlantique. Pour ces raisons, mon corps ne saurait se voir effacé de l'équation. Comment pourrait-il en être autrement? Les espaces dont il est ici question sont ceux qui ont façonné ce corps qui est le mien et qui, quel que soit le lieu, est perçu comme noir. Et cette perception a des conséquences concrètes qui elles-mêmes ne peuvent qu'entrer en contradiction directe avec la posture intellectuelle prônée de distance critique. La distance m'est impossible. Je ne la désire même pas. Je lui préfère le point de vue, l'approche, l'analyse située. Car en vérité, nous le sommes toutes et tous. Personnellement, je n'ai tout simplement pas le loisir de pouvoir me désincarner et penser de façon complètement détachée le monde, les sociétés et les populations. Cette utilisation assumée du pronom « je » nécessite en outre une forme de courage et d'audace. Le courage et l'audace d'oser enfin dire « je » lorsque on se penche sur sa propre famille, sa propre vie, sa trajectoire personnelle et de ce fait de faire interagir ce qui relève de la recherche scientifique et ce qui relève de la sphère personnelle, voire intime. Le courage et l'audace dont je parle ici, c'est agir de la sorte dans un contexte universitaire français et en langue française. Car je parle de trajectoire et d'ascendance qui m'inscrivent dans des périodes historiques, des contextes et des aires géographiques particuliers qui nous plongent inévitablement et irrémédiablement dans une histoire française précise, celle de l'histoire impérialiste ou coloniale de la France, celle d'une France racialisée et racialisante, et celle d'une France actuelle dont le statut de république postcoloniale peut aisément être admis, au contraire de son statut néocolonial qui, pour sa part, perdure. C'est de cet ensemble d'éléments que provient le titre de cet ouvrage, Le triangle et l'hexagone. Il s'agit pour moi de tout simplement rédiger, publier, dire et assumer en France et en langue française, alors qu'il m'a longtemps été plus aisé, voire pratique, de mener cette réflexion afro-diasporique hors de France et en langue anglaise. En effet, depuis d'autres espaces, eux aussi situés dans l'ère atlantique, principalement les États-Unis, mais également la Caraïbe anglophone, je me suis longtemps sentie plus libre, moins paralysée à l'idée de penser, formuler, développer, rédiger ce projet. Ce sentiment de liberté a découlé de mon parcours universitaire jalonné de rencontres salvatrices qui m'ont permis une approche plus globale de ce monde atlantique. À ce titre, je dois mentionner la centralité des cours d'un Édouard Glissant ou d'une Marie Scondé, qui, n'ayant pourtant jamais été titularisés au sein de l'université française, ont tous deux mené de grandes carrières universitaires aux États-Unis. Je m'aperçois aujourd'hui que cette aisance et cette liberté sont en vérité intimement liées au silence assourdissant imposé par la France et à l'impossibilité, voire à l'illégalité, de dire, nommer, penser, sonder les sujets, questions et thématiques qui fâchent aujourd'hui encore. Ces sujets, questions et thématiques sont pourtant étroitement mêlés à la grande histoire qui a transformé l'espace atlantique et le reste du monde depuis la fin du XVe siècle. Cette grande histoire a en outre produit la mondialisation dans laquelle nous continuons d'évoluer. Dans un tel contexte, le personnel et l'intime s'entrelacent aux politiques
au public. Ainsi, d'ascendance africaine, née noire en France à la fin du XXe siècle, mon histoire et mon parcours, de fait, s'inscrivent dans une histoire et des géographies bien plus vastes que ma propre personne. Cela étant, cette histoire et ces géographies pèsent et modèlent ma propre vie. Ainsi, en les explorant, en les étudiant, je m'explore et je m'étudie moi-même. Je constitue donc mon objet d'étude. La question qui se pose est de savoir que faire de cet état des choses, de quelle manière se positionner. Je pense que la réponse implique un coming out, soit ce que les études sur le genre ont défini comme le préalable indispensable à partir duquel l'individu se situe politiquement et de manière pleinement assumée au sein de la société dans laquelle il évolue. Pour ma part, je suis une femme noire française. Cette partie de mon identité compte et ne saurait être rendue invisible ni dans la société, ni dans la recherche française. Cette identité noire, parce qu'elle est fondamentalement politique, dans le sens où elle découle d'un large éventail de processus historiques, a bien évidemment fait l'objet de considérations intellectuelles, politiques, religieuses, culturelles, économiques et sociales depuis plusieurs siècles, précisément depuis l'ère moderne que j'ai évoquée précédemment. Mais au-delà de tout ce que je viens de mentionner, cette identité noire a des implications ainsi que des conséquences. Je suis née à Paris de parents djoula, donc musulmans, qui ont quitté la Côte d'Ivoire, une ancienne colonie française, durant les années 1960. Les raisons qui ont poussé mes parents à quitter leur pays natal sont à la fois banales et semblables à celles des populations qui arrivent aujourd'hui encore en France, mais que l'opinion publique et les médias ont renommées les réfugiés et les migrants. Ces raisons incluent la recherche d'une vie meilleure par le biais de l'obtention de diplômes et d'un bon travail. J'ai grandi en France, où j'ai par la suite entrepris des études universitaires que j'ai rapidement poursuivies aux États-Unis pendant près d'une décennie. Là-bas, j'ai pleinement pris conscience de l'espace atlantique et de la diaspora historique dans laquelle mon corps m'inscrivait. Dans cette ville-monde telle que New York, c'est au contact de populations africaines-américaines, afro-caribéennes, afro-latinas, africaines ou afropéennes que mon identité noire transnationale, diasporique s'est forgée, sans heurts, en toute liberté et sérénité. C'est aux États-Unis que des réponses m'ont été apportées. C'est aux États-Unis et dans la Caraïbe anglophone que je me suis déclarée française et que l'on m'a crue. C'est enfin depuis les États-Unis que j'ai porté un regard différent sur la Côte d'Ivoire et l'Afrique. N'allez surtout pas penser qu'il s'agirait pour moi de dresser ici un portrait idyllique des États-Unis et des Amériques en général. Loin de moi cette intention. L'histoire de ce pays et de ce continent nous a enseigné à tous que rien n'y est idyllique. Cependant, les Amériques constituant le lieu du crime originel et l'espace racialisé par excellence, les sociétés qui y ont été élaborées mettent en présence toutes les populations ayant joué un rôle dans cette histoire moderne, toutes les identités raciales et sociales fabriquées par l'histoire, fussent-elles dominantes ou dominées. En cela, nul évitement n'est possible, ni même envisageable. Le cas de la France apparaît donc comme bien différent, avec sa dichotomie qui sépare l'Hexagone de ses nombreux territoires dits d'outre-mer, que ceux-là soient actuels ou anciens. J'ai grandi en France, dans une famille djoula extrêmement traditionnelle, qui considérait que la France n'était qu'un lieu de résidence temporaire. J'ai été élevée dans le mythe du retour qui, malgré ses spécificités liées à l'époque et au contexte français, me paraît semblable, au fond, à un grand nombre de projets de retour en Afrique élaborés par les populations d'ascendance africaine des Amériques, violemment dispersées et déplacées dans le cadre de la traite négrière transatlantique et de l'esclavage. Je dois ajouter que ce mythe du retour n'était pas du seul fait de mes parents.
Il était également entretenu par la République qui, dans la période qui a suivi le choc pétrolier de 1973, ayant mis un terme aux 30 Glorieuses, s'est prise à espérer le départ de ceux qui étaient perçus comme des travailleurs immigrés, des étrangers qui ne résidaient en France que temporairement. Ni immigrés, ni travailleuses au cours des années 1970-1980, je n'aurais jamais dû être concernée par ce mythe du retour, que ce dernier fut formulé par mes parents ou par la République. Mais ces deux parties s'accordaient sur un même point. Je n'étais pas française. D'ailleurs, il est vrai que je ne suis pas née française. Ce n'est qu'à la fin des années 1980 que j'ai obtenu ma première carte nationale d'identité. On m'a alors parlé de mon droit à la nationalité française par voie de ce que l'administration appelle la réintégration. Ce jargon administratif fait référence au fait que mes parents sont nés en Côte d'Ivoire à une époque où le pays faisait encore partie de l'empire colonial français. Ce facteur ajouté au fait que j'étais née et avais grandi en France me donnait le droit de prétendre à la nationalité française. Je pouvais donc être réintégrée. Je pouvais donc être réintégrée à la nation française, comme si un ordre ancien, voire naturel, pouvait enfin être rétabli. Comme si l'indépendance ivoirienne n'était qu'une parenthèse exceptionnelle. Mais peut-être plus important, ces considérations géopolitiques fournissent à mes yeux un exemple concret de construction identitaire. En effet, mon accès à la citoyenneté française est ancré dans l'histoire coloniale de la France. Dans mon cas précis, et cela est vrai pour tant d'autres, le personnel est politique. En ce qui concerne la façon dont j'ai été traitée en France au cours de mon enfance, je peux dire qu'elle variait considérablement au gré de la vision que la France portait sur la race, le phénotype, la couleur de la peau, les noms et prénoms, la religion, l'appartenance sociale et la nationalité. Dans cet espace français, j'ai été perçue tour à tour comme noire, africaine et parfois ivoirienne. Mes noms et prénoms étaient exotiques. L'islam, religion reçue de mes parents, semblait aux antipodes du christianisme, de l'athéisme et de la laïcité que la République dit chérir, mais seulement de temps en temps. Il me semble également que les identités noires et musulmanes sont mutuellement exclusives, comme si on ne pouvait être les deux en même temps. En tant que femme noire et musulmane, non voilée, je n'ai jamais été considérée comme musulmane dans l'espace public français. Me déclarer comme telle a d'ailleurs éveillé bien des soupçons. L'islam m'a pourtant permis de tisser des liens avec de nombreuses autres communautés africaines originaires des deux côtés du Sahara. Et pour finir, la question de la classe sociale a elle aussi joué son rôle dans la mesure où, en tant que famille pauvre, nous vivions en cité HLM de banlieue parisienne et avions droit à l'aide sociale, à l'instar d'autres familles dites immigrées, récemment ou plus anciennement installées en France. Je parle de familles italiennes, polonaises, yougoslaves, espagnoles, portugaises, algériennes, marocaines, tunisiennes, haïtiennes, indiennes, vietnamiennes, sénégalaises, maliennes, congolaises ou camerounaises. À ces familles venaient s'ajouter des familles françaises blanches ou d'autres originaires de ce qu'on appelle les Outre-mer. Étrangement, nous vivions tous dans le même type d'endroit. Et jusqu'à un certain point, nos vécus étaient les mêmes. Jusqu'à un certain point seulement. En 2016, un cas de violence policière m'a particulièrement interpellée. Il s'agit de l'arrestation musclée du jeune Théo Louaka, survenu dans la commune d'Aulnay-sous-Bois, en Seine-Saint-Denis. La rencontre fatidique entre le jeune homme et la police municipale a conduit le premier à une hospitalisation d'urgence due à une blessure d'une obscénité indicible et qui reste à ce jour inexpliquée. Au-delà de ce triste mais banal cas de brutalité policière, j'ai été frappée par son traitement médiatique. En effet, au cours de l'un des débats télévisés qui a suivi l'interpellation violente de Théo Louaka, on a pu entendre le représentant d'un syndicat de police
déclarer que si les policiers impliqués dans l'affaire avaient bel et bien traité le jeune homme de bamboula, comme ce dernier l'avait rapporté, le terme, selon le syndicaliste, passait encore. Comment ne pas réagir à la non-interrogation sur le plateau télé des origines coloniales du terme bamboula? Il est primordial de relever le caractère spécifique, la connotation de l'insulte proférée. Dans ce cas précis, du fait d'une telle insulte, il ne s'agit plus uniquement d'un simple cas de violence policière, mais bel et bien d'un cas de violence policière raciste. Cette affaire Théo et le débat autour de bamboula m'ont particulièrement interpellée parce que mon propre prénom est Maboula. En langue djoula, la langue de mes parents, le prénom féminin Maboula signifie celle qui ouvre la voie ou encore celle qui montre le chemin. Je porte le prénom d'une tante paternelle décédée peu avant ma venue au monde. Aux yeux de mes parents, comme pour tant d'autres à travers le monde et l'histoire, il s'agissait de faire perdurer la lignée. La généalogie se fondant sur la répétition et l'homonymie. Cette affaire Théo Louaka et le débat qui s'est ensuivi m'ont renvoyé à mon enfance française, au cours de laquelle la ressemblance sonore entre Maboula et bamboula faisait de moi, aux yeux de Français ou d'étrangers, de Noirs ou de Blancs, l'incarnation inattendue de la sauvagerie africaine. Car malgré la prégnance de l'imaginaire façonné par la période coloniale, alors même que cette dernière est supposément éloignée, chez la plupart des personnes, un doute pouvait s'installer. Peut-être qu'après tout, cette figure du bamboula n'était pas réelle. Il s'agissait d'un fantasme drôle et amusant, mais peut-être pas réel. Cela dit, à ma rencontre, ce doute subtil disparaissait. À moi seul, j'incarnais de manière concrète et tangible l'Afrique et l'être noir, la négritude, la noirceur. Le mythe devenait réalité à partir de mon propre corps. Le mythe devenait réalité à partir de mon propre corps, à partir de mon propre corps noir. C'est bien mon corps et mon phénotype qui donnaient tout son poids, son sens et sa réalité à la ressemblance sonore entre bamboula et maboula. Nul échappatoire n'était possible. Cela, c'est aujourd'hui que je le comprends. Cela explique pourquoi le type de débat que je viens de mentionner, qu'il soit intellectuel ou politique, peuvent parfois résonner en moi, dans ma chair, dans mon corps, dans ma psyché et mon vécu personnel, et ainsi finir dans ma recherche. Car il s'agit toujours de faire sens. Mais ces mêmes prénoms et corps ont revêtu des significations différentes au gré de ma géolocalisation au sein de l'ère atlantique. Ainsi, des années après mon enfance et la mode passée des biscuits industriels bamboula ou du jeu pour enfants Dr Maboul, une responsable des ressources humaines africaines-américaines de la bibliothèque dans laquelle je travaillais à l'université de la ville de New York m'a fait part de l'admiration qu'elle vouait à mon prénom, qu'elle trouvait tout simplement magnifique. Chez les Djoula, Maboula est un prénom plutôt désuet aujourd'hui. Pour d'autres populations du continent africain, il sonne authentiquement africain. On pourrait traduire de la langue arabe mon prénom par la folle, même si de fins linguistes pourraient trouver à redire. Et puisque certains mots arabes sont passés dans la langue française, du fait de siècles d'échanges apaisés et violents du fait de siècles d'échanges apaisés et violents en français, Maboul existe également, et à en croire nos dictionnaires nationaux, le terme désigne familièrement un fou ou une folle. À travers le prisme éthiopianiste des Rastafari de Jamaïque, Maboula fait de moi une reine africaine non déracinée et aux origines pures. Aux oubliettes, la ville de Paris, mon lieu de naissance. Les Bushinengue de Guyane française appellent Maboula un petit animal poilu et mignon qu'ils aiment domestiquer comme animal de compagnie. Enfin, à Paris, dans un amphithéâtre de la Sorbonne, au cours d'un colloque consacré à la diaspora noire africaine,
une spécialiste belge et blanche de la négritude, a transformé devant une salle comble mon prénom en Mamadou, effaçant d'un trait à la fois soudain et violent jusqu'à mon sexe et mon genre, probablement aveuglé par sa lecture à la fois si logique et ancienne de mon corps et de mon phénotype. À chaque endroit de l'Atlantique, sa vision et sa compréhension de mon corps et de ma personne pourtant inchangée. Voilà donc pour l'autobiographie. Celle-ci importe parce qu'elle permet de situer, de se situer et de dévoiler sa perspective. Elle devrait être obligatoire car elle permet de faire tomber les masques et dans l'idéal de converser et d'échanger sur la base de la vérité, de la réalité et de la bonne foi. L'universalisme n'existe pas, il est lui-même situé. L'Hexagone est mon lieu de naissance. Le français est ma langue maternelle, sans pourtant être celle de ma mère. La France serait-elle ma mère? Est-ce pour cela qu'il me paraît si compliqué d'exprimer choses et idées qui sont précisément liées à ma véritable mère? En d'autres termes, ce fossé linguistique, produit d'un déplacement, d'une migration, faisant eux-mêmes écho à une histoire de déplacement et de migration largement plus ancienne, a-t-il quelque chose à révéler d'une vision du monde et d'une histoire globale qui s'incarneraient toutes deux dans mon corps noir évoluant dans une société se proclamant aveugle à la race? Une telle vision du monde et de l'histoire font de moi une noire au sein d'une société constitutionnellement aveugle à la race. Le problème, cependant, est que les identités noires et blanches sont nées au même moment historique. L'une n'a jamais existé sans l'autre. En guise de conclusion à cette entrée en matière, je propose une citation tirée du roman No Home en français, Homegoing en anglais, de Yaa Gyasi, qui illustre adéquatement l'intention de l'ouvrage que je propose. Le roman de la jeune prodige ghanéenne américaine couvre la période historique qui s'étend du XVIIIe siècle à nos jours. Vers la fin du roman, l'un des personnages, nommé Marcus, dans un geste que la chercheuse noire américaine Vivi Clark a appelé diasporic literacy, c'est-à-dire le fait de savoir lire, déchiffrer et écrire la diaspora noire africaine, se lance dans la rédaction d'une thèse d'histoire. Marcus peine à mener à bien son projet. Il ne parvient pas non plus à trouver les mots pour le décrire à sa petite amie Marjorie, dont il est également, sans en avoir connaissance, un parent très éloigné. Au cours d'une conversation autour de sa thèse, Marcus se met à penser, je cite, « Comment expliquer à Marjorie que ce qu'il voulait capter avec son projet était la sensation du temps, l'impression d'être une part de quelque chose qui remontait si loin en arrière, qui était si désespérément vaste qu'il était facile d'oublier qu'elle, lui, chacun d'entre nous en faisait partie, non pas isolément, mais fondamentalement. » Je vais aider un peu le traducteur ou la traductrice parce que j'ai la partie en anglais. So I'm going to read it in English. Homegoing by Yaa Gyasi. How could he explain to Marjorie that what he wanted to capture with his project? Elle fait donc la traduction de ce qu'elle vient de dire en langue anglaise. Donc on va faire une petite pause. Was so impossibly large that it was easy to forget that she and he and everyone else existed in it, not apart from it, but inside of it. Merci beaucoup. Alors, le problème avec le soleil. Maboula, merci infiniment pour cette intervention généreuse, intime et inspirante. Sarah et moi avons quelques questions à vous poser en anglais. Est-ce que vous le permettez et vous pouvez répondre en français si vous le préférez? Bien sûr. Non, je peux répondre en anglais. Enfin, ça dépend ce qui est le plus pratique pour vous et les personnes en charge de la traduction. D'accord, super. So, before we engage with the autobiographical
avant de s'engager sur les nœuds autobiographiques qui font partie de votre intervention, je voulais juste commencer par parler de la première partie de votre intervention qui avait à voir avec les études noires en France à l'état actuel et la chasse aux sorcières contre les études noires. Et la question que beaucoup d'universitaires se posent, c'est comment ça se fait qu'il y ait une telle animosité dans les universités contre les études noires et coloniales et des accusations de cela, comme si c'était un peu imposé ou importé des universitaires américaines, alors qu'aux États-Unis, c'était inspiré par les écrits francophones, le mouvement de négritude de Moscoudet et Édouard Glissant. Comment expliquez-vous cette contradiction et cette différence de conjoncture? Merci de cette question fort intéressante et c'est assez complexe en fait. Je vais commencer par la dernière partie de votre énoncé. Cette compréhension des universitaires de la perspective de la France, je pense cette perspective, c'est de commencer à partir. C'est au début, ils ont très tort. Vous savez, les universitaires aux États-Unis, normalement, seraient composés d'universitaires américains, mais on sait très bien que vous trouvez le monde entier dans les universitaires aux États-Unis. Toutes sortes de personnes ont quitté leur pays d'origine pour faire carrière aux États-Unis. Donc, lorsqu'on est passé de la France, on a rejeté ces argumentaires et ces théories, ces disciplines, en affichant des étiquettes sur les États-Unis, mais je ne sais pas à quoi ça correspond. On pourrait utiliser beaucoup de noms. Achille Bembe, hier, c'était un de vos invités, et Achille Bembe vient du Cameroun, mais il enseigne en Afrique du Sud et aussi aux États-Unis, à Duke. Donc ça veut dire quoi? S'il publie sur la période postcoloniale, est-ce qu'on va dire que c'est une thèse américaine, camerounaise ou sud-africaine? Ça n'a pas de sens. Donc, c'est la même chose est vraie pour toute autre personne, Spivak ou des gens d'Amérique latine ou des Caraïbes, qui s'avèrent, qui sont basés aux États-Unis. Donc, ce libellé américain ne veut rien dire. Si moi-même je vais aux États-Unis, je ne sais pas, je passe beaucoup de temps là, je décide de devenir citoyen américain. Est-ce que ça fait de moi une américaine? Est-ce que je suis le produit de la pensée américaine? C'est ridicule. Donc cela vient, je ne sais pas. C'est un complément de ce que vous venez de dire par rapport à l'influence de la France et des penseurs francophones sur les penseurs américains aux États-Unis, les institutions aux États-Unis. Donc la circulation d'idées et de gens, ou des peuples, c'est évident. Donc je ne sais pas comment la France perçoit le monde. Une certaine partie du pays a une drôle de perception du monde. C'est ridicule. Et je dois dire aussi que cette chasse aux sorcières peut-être également subir une approche un peu différente. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Ce qui se passe aujourd'hui, c'est parfois le président ou parfois le secrétaire de l'éducation supérieure, de l'enseignement supérieur, ont lancé des attaques contre les universitaires. Mais ils lancent des attaques contre les gens qui sont déjà à l'intérieur des universités, des professeurs, des assistants. Et qu'en est-il des personnes qui n'arrivent jamais à ce niveau-là? Des gens qui ont entrepris, des doctorats, des sujets qui sont dénoncés aujourd'hui et qui, même bien avant la sphère supérieure de politique, ont prêté attention à ça, ils étaient déjà rejetés par l'institution en tant que telle. Alors, j'ai à l'esprit ici les gens
que j'ai rencontrés et parfois j'ai assisté à leurs cours, qui n'ont jamais fini leur doctorat, qui n'ont jamais pu avoir un poste pendant 10 ans, parce qu'il y a 20 ans, ou il y a 25 ans, ou 15 ans, leur sujet d'étude, leurs intérêts universitaires étaient déclarés comme étant inappropriés ou ont été déclarés pas suffisamment académiques et trop politiques. Donc il y a une ironie pour moi de constater qu'aujourd'hui, des gens dans ces mondes universitaires se plaignent sur ce que le gouvernement est capable de faire, alors que ce genre d'attaques ont été livrées à l'intérieur des universités et personne n'a rien dit. Donc c'est intéressant de constater ça et de regarder de ma perspective. J'ai une question qui fait suite à celle-ci, une question à poser de l'autre côté. C'est une question à l'intérieur de ce moment un petit peu particulier qui se manifeste en France et aux États-Unis. La question de comment pratiquement est-ce qu'on peut s'engager auprès d'autres personnes. La question d'études noires, comment peut-on emmener cette question dans d'autres domaines d'expertise? Et ce qui est difficile pour nous, et je suis honnête, il y a ce genre de questions. Comment est-ce que je peux revenir vers ce discours et en même temps apprendre de ça et l'intégrer dans mon propre travail? Pas seulement comme X, Y ou Z, mais toutes sortes de travail que je peux être en train de faire, qui que ce soit ou d'où je viens, peu importe la localisation. Quel genre de travail doit être fait et quel genre de solidarité doit être créé? Et je pense... Et vous êtes en train de me rappeler, lorsque vous parlez d'un cours que j'ai assisté en 2010, et je me souviens que j'étais, comment dire, complètement renversé, ça m'a renversé. Donc la question dans l'introduction hier, je pensais au Black Study, c'est un langage. Et la question de ce langage appartient à qui? Est-ce que c'est vraiment divisé et de quelle manière? On n'aime pas quand quelqu'un parle notre langue et elle parle bien. Et donc, il y a cette sorte de question également de situer soi-même par rapport à d'autres langues et aussi de demander quand et où est-ce qu'on se rencontre à l'intérieur de cette langue et aussi de la manière transatlantique aujourd'hui. Alors, où est-ce qu'on se retrouve? Oui, c'est la question. La question du langage est clé ici. La traduction est clé. Comment est-ce que l'on communique? Comment est-ce que l'on fait circuler ces idées? C'est une question de traduction. C'est une question, pour commencer, d'appropriation, l'appropriation de sa langue d'origine, quelle qu'elle soit. Aujourd'hui, j'ai parlé français. Alors, est-ce que je suis française? Est-ce que c'est ma langue maternelle? Dans cette réalité, à ce moment-là, et pour des raisons historiques, le français est ma langue et je peux faire ce que j'en veux. Et c'est un fait. Ce n'est pas une récompense, un prix, c'est un fait. Et si on s'intéresse à ce concept de la diaspora, des études noires transnationales, alors on doit
commencer des conversations avec d'autres endroits, là où de larges populations noires existent. Et c'est pour cela qu'on doit communiquer, c'est pour cela qu'on doit pouvoir le faire. La première question d'Edwin parlait de la controverse qui a lieu en France aujourd'hui et qui est à mettre en lien avec la parution récente d'ouvrages qui provenaient du monde anglophone. Alors maintenant, on parle du postcolonial, du décolonial, de l'intersectionnalité. Gilroy a maintenant été traduit, Ben Hooks également. Et selon moi, on a ce débat en France, un débat qui est déjà dépassé. On parle de choses qui sont censées être controversées quand l'Atlantique noir de Paul Gilroy a été publié en 1993. Il y a déjà eu des critiques de Paul Gilroy qui ont été publiées, des personnes qui se sont éloignées de Paul Gilroy, qui ne veulent pas le lire, qui ne l'apprécient pas, d'autres voix que l'on peut écouter. Ici, on est en train de lutter contre des travaux universitaires qui sont déjà dépassés. Il y a déjà eu des critiques de l'intersectionnalité. Et c'est ce retard qui est à mettre en lien avec les différentes langues qui sont parlées au sein de cette diaspora. Un autre exemple que je pourrais vous donner en tant que spécialiste de la diaspora africaine et du monde atlantique, je n'ai connu des ouvrages publiés en français et en anglais. Mais comment est-ce qu'on peut faire des études africaines si l'on ne prend pas en compte le Brésil? Quand on sait que le Brésil est le seul pays qui a reçu presque la moitié, qui a accueilli la moitié des esclaves qui ont été déplacés vers le continent américain. Peut-être 47% de ces esclaves. Et au Brésil, le portugais est la langue parlée. Je ne parle pas portugais, je ne lis pas en portugais et ça m'a pris du temps avant de pouvoir me rendre au Brésil, découvrir le Brésil. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'on ne pouvait pas écarter le Brésil de cette équation. Et d'ailleurs, donc si je vous ai bien compris, je crois que la question de la traduction remonte à Brown Hayes Edward. La diaspora est une pratique, la traduction est une pratique. Par exemple, Négritude de Paulette et Jeanne Nardal. Elles étaient bilingues en anglais et elles traduisaient les travaux d'artistes de la Renaissance d'Harlem vers le français et c'était fait de manière systématique. Parmi d'autres ouvrages, c'était ce dont on parlait dans les salons, les réunions qui étaient organisées dans leurs salons. Et ici, la traduction, oui, est clé. Nous avons besoin de langues multiples, de langues qui représentent des points de vue pour mieux comprendre les populations, les cultures. On doit pouvoir en parler la langue, on doit pouvoir compter sur des personnes qui parlent cette langue pour pouvoir accès à ces autres réalités. J'ai une question qui est en lien avec celle-là. Vous avez pu enseigner dans différents pays, différentes structures, institutions, et le lien avec la traduction ici, c'est que je lisais quelque chose sur l'année 1958, la conférence afro-asiatique, et une des recommandations pour tous les pays qui faisaient partie de cet accord était de tâcher d'unifier les programmes d'éducation. Et c'est intéressant du point de vue historique de voir que ce moment, à la fin des années 50, dans les 60, qu'un projet de solidarité décoloniale a été exprimé. La question afro-américaine,
les mouvements de décolonisation dans le monde afro-asiatique. Et je crois que, de mon point de vue, en tant qu'universitaire égyptienne, n'est que maintenant que je prends conscience de la question des études noires, parce que j'habite aux États-Unis. Je viens du continent et j'avais une vision partielle de cela. Cette souplesse, comment est-ce qu'on peut créer une infrastructure? On a besoin d'une traduction, on a besoin de traduction, mais nous avons également besoin de capital. Comment est-ce que l'on peut créer ces infrastructures en solidarité avec le Sud global, par exemple, solidarité avec l'Égypte, le Brésil, en traversant le monde océanique? Il y a tellement d'endroits variés, de langues variées qui sont de moins en moins connectés avec le temps, alors que ce sont des endroits qui partagent cette urgence. Peut-être que vous pourriez parler de cette question des infrastructures et du lien avec la traduction. C'est une question très complexe parce que je n'ai pas vraiment le sens pratique. Je ne suis pas forcément dans l'action, mais pour favoriser ces solidarités, les développer, les nourrir, je pense que l'on peut réfléchir au sein des institutions, mais également à l'extérieur des institutions. On cherche à les transformer de l'intérieur, établir des changements au sein d'institutions qui existent déjà, ou créer des réseaux parallèles de personnes qui se retrouvent, qui se rassemblent. Et le problème est toujours le même, c'est la durabilité de ces réseaux. Comment est-ce qu'on les rend durables? Comment est-ce qu'on obtient des fonds, une logistique, le lieu, comment est-ce que l'on se rencontre, comment est-ce que l'on se déplace, quel type de restrictions sont à prendre en compte en fonction des nationalités. Et il y a ici une question géopolitique qui existe. Certaines personnes peuvent voyager facilement, d'autres non. Les réunions Zoom vont-elles nous aider à cet égard? Alors, on a l'impression de saturer de ces réunions Zoom, mais peut-être que ces réunions virtuelles vont survivre les restrictions internationales, tout ce qui est en lien avec les visas, le refus d'un visa, la demande d'un visa. La question de la langue est à mettre en lien avec la question de l'institutionnalisation. Comment est-ce que l'on devient traducteur? Comment est-ce que l'on devient un interprète professionnel formé? Si on a une certification, si on est formé de manière traditionnelle en tant qu'interprète, quelle est votre formation? Qu'est-ce que vous savez faire? Si vous faites de la traduction écrite, de livres, d'articles, quel est le programme de votre formation? Est-ce que ce programme vous forme à pouvoir traduire des ouvrages d'Égypte, du Brésil, de la Jamaïque, du Nigeria? Les langues de populations qui sont déjà marginalisées. En général, on fait l'étude des puissants, pas des marginalisés. Et c'était mon point initial. Est-ce que l'on veut faire ces changements de l'intérieur ou à l'extérieur des institutions? De l'intérieur, alors nous devons transformer et repenser les disciplines universitaires. Qu'est-ce que l'on veut dire par le fait d'être historien, anthropologue, économiste, scientifique? Il doit y avoir des enseignements plus transverses, des programmes plus transverses.
Il s'agit de repenser, de reconstruire tout cela. Et si l'on veut réfléchir à l'extérieur du monde universitaire, alors on peut rêver et imaginer et on est entièrement libre. Mais il y aura des questions pratiques à se poser. Je ne sais pas si j'ai bien compris votre question. Oui, merci. Alors j'ai deux questions. Une question qui suit celle que Sarah a mentionnée, les différentes infrastructures et l'implication dans la pédagogie, l'éducation. Et une autre question, je vais poser la question qui est en lien également avec votre travail dans les prisons, le contexte pédagogique. Les missions pédagogiques qui ont lieu en France sont en général une extension de la guerre contre le terrorisme, de la radicalisation des prisonniers. Comment est-ce que vous... quel type de pédagogie radicale existe dans ces prisons? La question de Vivienne est en lieu avec votre retour de votre exil et votre retour vers la langue française. Que pensez-vous de la montée de certains discours, de l'événement, de certains événements qui ont eu lieu? Je vais commencer par la première question et par mon travail dans les prisons. Alors, comment est-ce que l'on peut agir de manière radicale en prison? Alors, je ne sais pas. Je ne sais pas à quel point on peut être radical. Quand on a accès, quand on peut rentrer dans les prisons, avoir accès aux prisonniers, il s'agit de pouvoir rester, de pouvoir travailler avec cette population sur le long terme. La surveillance est intense et le radicalisme n'a pas vraiment sa place. Et en France, les deux expériences étaient très différentes dans les prisons. Aux États-Unis, je travaillais sur tout un semestre. En France, c'était à travers des ateliers qui duraient peut-être 2-3 jours, voire une semaine. Si on s'y rend pendant 2 jours ou une semaine, il s'agit d'une expérience unique. On veut avoir un objectif, on choisit des sujets. Par exemple, si on va montrer des films, on choisit les films. Si on choisit la musique ou les livres, on choisit un sujet en particulier. Et on peut, par exemple, avec un atelier que j'ai organisé avec 2 autres personnes, nous avons décidé de travailler sur la question des traces. On peut être abstrait. Qu'est-ce qui reste? Quelles sont les traces qui restent? Ce qui n'a pas disparu, qu'est-ce qui a laissé des traces? La mémoire, l'expérience. Quelle que soit la manière dont on se définit dans le présent. Et à partir de cette notion abstraite, nous avons pu permettre aux prisonniers, aux personnes incarcérées d'écrire des paroles de musique. Et en fait, ils ont écrit des autobiographies. Et c'était très intéressant. Le but de cette semaine était de leur permettre de réfléchir à leur passé, à leur présent et à imaginer peut-être le futur en partant sur cette notion des traces. Ça, c'était radical. C'était un encouragement. Il s'agissait d'encourager ces prisonniers à réfléchir, simplement à réfléchir, à prendre le temps de réfléchir. Il fallait s'inscrire à ce programme. Donc, ceux qui étaient présents l'avaient choisi. Ils avaient choisi de prendre ce temps de réfléchir, de penser, de transformer leurs pensées pour pouvoir produire quelque chose.
exprimé, mais pas forcément de manière directe. Il pouvait être subtil et je pense que pour cela, le radicalisme n'est pas toujours... Être radical n'est pas toujours la solution. Il y a différents degrés, enfin pas vraiment degrés, mais différentes manières d'être radical. Donc c'était mon expérience en France et aux États-Unis parce que j'enseignais pendant un semestre. J'ai enseigné la culture africana, l'histoire africana, et je me souviens du moment pendant ce semestre, j'enseignais à des femmes qui étaient des prisonnières et elles disaient quels étaient les esclaves des temps modernes. On travaille pour 25 centimes de l'heure, on doit payer pour utiliser le téléphone public. Donc nous sommes les esclaves et ça, c'était intéressant et c'est ce que j'identifie comme ce qui a été la chose la plus radicale que j'ai pu leur transmettre, c'est que chaque fois qu'une prisonnière me disait « je sais exactement pourquoi je suis là et je vais essayer de faire tout ce que je peux pour ne jamais revenir quand je serai libre ». Donc c'était également des enseignements de ces lectures, de discussions en classe. Et il s'agit de trouver un équilibre entre ce que l'on veut partager à la population incarcérée et la surveillance de ces institutions. Bien sûr, il s'agit de contrôler votre discours, votre pédagogie, les sujets choisis. Il faut s'en servir, le contourner, savoir le contourner également. Je ne sais pas si c'était une réponse à votre question, Edwin. Et sur cette deuxième question, sur les moments clés qui m'auraient conduit à... Comment est-ce que vous avez renégocié votre relation avec la francosphère, la sphère francophone? Je ne suis pas sûre de savoir comment répondre à cette question. Je crois que c'est un ensemble d'éléments publics, politiques, personnels, mais il s'agit également de la culpabilité. Quand j'étais aux États-Unis, tout était beaucoup plus facile, tout était mieux, tout était plus beau, plus stimulant, plus libre. Mais du fait de mon expérience personnelle, je sentais que je devais quelque chose à la France. Je ne pouvais pas être en vacances éternelles aux États-Unis et ne pas être auprès des personnes qui avaient grandi comme moi. Et donc pendant longtemps, la culpabilité était un réel problème. Mais avec le temps, je suis devenue plus égoïste. J'ai accompli beaucoup de choses en mon sens et quand je peux, je repars et je reviens. Parce que ce pays est très fatigant. La France vous paralyse, vous anesthésie, tout devient difficile, tout est fatigant, épuisant, démodé. On sent qu'on gâche son temps, son énergie. Donc je suis là, je suis en France, mais dès que je le peux, je pars, je fais une pause. Ceux qui ont le plus de pouvoir aujourd'hui, ils pensent de manière démodée et c'est frustrant. Ils sont vraiment en retard surtout. Donc quel type de conversation est-ce que l'on peut avoir à ce niveau-là? C'est une lutte constante. Il ne s'agit pas d'une stimulation intellectuelle.
Il s'agit d'une confrontation basique, politique, et on veut faire croire que l'on a des débats intellectuels, mais non, il s'agit de débats politiques de base. Et il n'y a pas beaucoup de place laissée à la pensée, à une pensée réelle. On a parlé de traduction auparavant, et parce que certaines personnes sont désormais au courant de certaines théories, pensaires, ils veulent pouvoir avoir des débats sur des questions qui ont déjà fait l'objet de nos réflexions. Alors là, je ne parle pas de l'Atlantique noir. Moi, j'étais à l'université quand j'ai lu l'Atlantique noir. Donc, il n'y a rien de nouveau. Voilà, je ne sais pas si je réponds bien à la question. Vous répondez à la question, mais aussi on comprend que oui, c'est pour nous un début, alors que c'est une lutte. Vous êtes gentil de nous inviter dans votre espace de pensée et on vous en remercie. Et j'espère que vous venez nous voir aux États-Unis. Ah, je meurs d'envie de retourner là-bas. Très bien, merci beaucoup de votre temps et de votre discours, de vos pensées. Et je pense que tout le monde sur l'équipe technique se joint à moi, ainsi que les gens qui assistent. Merci beaucoup. Et merci de l'invitation. Merci à vous deux. Et merci au Quai Branly.